Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, merci d'ouvrir les yeux sur l'ORTB, c'est bien sûr la première chaîne de service public du Bénin. Nous sommes ravis d'être ensemble avec vous et cela, vous le savez, bien évidemment. Allez, 2018 s'étiole à petit feu, 2019 pointe déjà à l'horizon. Et puis aujourd'hui, nous sommes bien sûr mardi, c'est déjà le mardi 11 décembre 2018 et puis le coach formateur nous invite déjà à l'excellence. C'est bien sûr de cela qu'il va nous parler tout à l'heure. Ça va être dans la troisième partie, mais également tout au long de ces dernières semaines du mois de décembre. Vous savez également, c'est un 11 décembre, c'est une date inoubliable pour les Béninois. Elle rappelle bien sûr le 11 décembre 1990. Le Bénin venait d'avoir donc sa constitution. C'est plusieurs années après. Nous sommes bien sûr en train, une fois encore, nous allons éprouver une fois de plus cette constitution dans peu de temps. On s'y prépare. Allez, c'est mardi. Par ici, nous parlons santé et puis environnement. L'équipe, elle n'a pas changé. Ricardo Loïc-Pécou, bonjour. Bonjour Serge Senadi Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver ce matin du mardi. Vous l'avez si bien dit Serge, 2018 tire à sa fin, 2019 frappe à la porte justement et pour entrer, je dirais, en très bonne santé en 2019, il faut pouvoir prendre certaines habitudes, il faut pouvoir éviter certaines choses, il faut pouvoir bien conduire sur la route, bien se comporter, il faut éviter les accidents de la route. Et ce jour, nous allons pouvoir en parler dans le forum de discussion. Quels sont les premiers secours, justement, qu'il faut administrer à quelqu'un qui, justement, a un accident sur la route? Nous ne l'espérons pas, mais nous allons pouvoir en parler. Bien sûr, avec la croissance aujourd'hui du trafic routier, les risques d'être témoin direct d'un accident, de la circulation augmentent. Mais que faire en cas d'accident? Quels sont les comportements à adopter? Y a-t-il des choses à ne pas faire? Avec bien sûr des gens avertis, la Croix-Rouge du Bénin, l'ONG Alinayon et puis nos confrères. Nous allons faire justement le débat tout à l'heure. Et vous savez, comme tous les autres jours, nous avons une question pour vous. Alors, la question, elle est toute simple. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Dites-nous quel comportement adopter. Toute simple. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Quel comportement adopter? Répondez à cette question via nos divers canaux de communication. Il s'agit bien de notre compte Twitter, de notre page Facebook et puis du numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et par ici, dans la deuxième heure de cette émission, Maurice Tantan se fera donc le plaisir de pouvoir nous livrer vos commentaires. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route, quel comportement adopter? Vous avez parlé d'accident. Eh bien, on peut être sonné à tout moment. Les spécialistes parleront de coma post-traumatique. Que faut-il y comprendre? Quelles sont les préventions qu'on peut y avoir? Bien sûr, avec l'expert aujourd'hui, Angela Kpeja, nous en parlera dans la toute première partie de cette émission. Allez, 5 sur 7 matin, on démarre tout de suite.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait justement redécouvrir la belle ville de Kové avec toute sa diversité culturelle. Faites-y un tour et vous constaterez. Allez, nous allons pouvoir continuer 5 sur 7 matin, notamment avec le flash d'information. Une réalisation de Nicanor Kovi, diffusée sous la houlette de Arnaud Togbenon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le flash de 5 sur 7 que nous entamons par Ouessé. Dans cette commune des collines, les jeunes de la ville ont exprimé leur degré de satisfaction quant à la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Ils en ont profité pour livrer leur déclaration d'unanimité autour du bloc républicain. Réaffirmons notre soutien ferme et indéfectible dans la réalisation du programme d'action du gouvernement du président Talon. Promettons une victoire écrasante du Parti républicain à l'issue des élections prochaines pour le président Talon. Vive la population de Ouessé, vive le Parti Bloc républicain, vive les réformes du président Patrice Talon. Je vous remercie. Dans l'actualité politique du pays, notons également le congrès constitutif de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD. Le week-end écoulé, devant militants et sympathisants, Valentin Adidi Roudé a consacré la sortie du nouveau-né qui se réclame de la majorité présidentielle. Notre bloc se veut un creuset de critiques pratiques et de suggestions concrètes et surtout objectives dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous accompagnons le chef de l'État parce qu'il a de l'ambition pour ce pays et qu'il a la clé de l'exécution des différents projets de développement. C'est la contribution sincère de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement au succès des profondes réformes qu'il a engagées. Le parti gouverné autrement aussi était un congrès extraordinaire le week-end écoulé. Un congrès au cours duquel, rappelant leur disponibilité pour accompagner les actions du gouvernement, les dirigeants du dit parti ont réaffirmé leur volonté à se conformer sans délai aux nouvelles prescriptions de la réforme du système partisan. Il me plaît de rappeler ici que gouverner autrement n'est pas un parti politique de l'opposition. Nous sommes une force de proposition, un bloc décomplexé de la jeunesse. Ainsi, nous comptons incarner l'interface entre le peuple et les gouvernants et pour cela, nous allons mener avec le gouvernement des échanges constructifs avec l'esprit de dialogue et d'écoute qui nous est essentiel. Loin des intrigues politiques et de l'ambiance des congrès, le Conseil national des charges du Bénin CNCB organise une journée portes ouvertes jusqu'au 15 décembre prochain. Résultat recherché, mieux faire connaître cet organe au public béninois. J'ai découvert une structure aux missions très alléchantes, mais non connue du grand public. Plusieurs de nos compatriotes savent peu de cette structure qui, du reste, est un maillon très important de la chaîne des transports. En décidant donc d'organiser la semaine du CNCB, j'entends offrir une occasion d'interaction avec le public, d'information et d'échange sur ce que fait le CNCB. Il sera organisé des conférences débats animées par des cadres avisés du CNCB. Le premier sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, SIDAFRICA, c'est déjà fini.
Les grands défis énergétiques de l'Afrique au cœur des échanges de cette rencontre qui s'est réunie à Cotonou. Environ 60% des populations africaines des zones rurales vivent sans électricité, tandis que l'approvisionnement électrique demeure insuffisant ou aléatoire pour des centaines de milliers d'autres installés dans les zones urbaines et périurbaines. Fait de ce flash, merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt, Nicanor Kovi, et merci pour ce flash d'informations. Au plaisir de vous retrouver demain. Vous passez une excellente journée. À suivre dans les prochaines minutes sur 5 sur 7 matin, les paroles de sage. Nous aurons le temps de vous rappeler la question du jour et puis, évidemment, la revue des titres des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. En attendant, justement, de faire le tour des journaux, nous allons pouvoir marquer une pause, le temps, justement, de tout régler de l'autre côté. Et nous revenons juste après. Pour protéger ma santé, j'adopte des comportements responsables. Je m'abstiens ou je sors couvert. N'oublie pas de te faire dépister, c'est gratuit et confidentiel. Qui sont venus, nous avons plein de choses à partager ensemble. Le corps humain comprend 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour fêter, les nadjou. Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom. Mi se moye mi na tron wa itengberupo e gba vinu peno gonu beneto oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo beneto mi tra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesu fan bo doji ganji la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesi lo tobito me fie. Allez, voyons tout de suite à la une ce que les quotidiens nous offrent à lire. On va démarrer comme à l'accoutumée par le quotidien de service public, le quotidien La Nation. La Nation qui nous parle aujourd'hui de la protection et de la viabilisation des côtes balnéaires. C'est en tout 78 milliards mobilisés pour sécuriser et valoriser WIDA. Projet talent africain à l'international, le Bénin servira de pays pilote, nous informe aujourd'hui le journal. La formation des directions de l'informatique et du préarchivage, les cadres de l'administration outillés sur Office 365. Et puis une interview à retrouver, c'est celle de Mesmin Valère Aïmoche. Il parle notamment du développement de la filière ferraille et assimilée. L'État réorganise le secteur, c'est bien sûr un souhait qu'il émet. Le matinal, réforme du système partisan, Patrice Talon va plus loin. Aménagement des berges de l'océan Atlantique, la rénovation d'Avlekété,
se précise. Et puis, autre titre, justement, à la une du journal Le Matinal, le journal de Dandji, qui écrit à propos de la ville de Parakou que Charles Toko s'investit justement dans le développement et la construction des routes. Le nouvel observateur à présent dans la lutte contre les faux médicaments dans la commune de Dangbo. Le journal nous informe qu'un commissaire de police a été kidnappé et bastonné. Et pour le développement harmonieux de l'Afrique, le président Nicéphore Dieudonné Soglo devient un point focal incontournable selon le journal qui rapporte par ailleurs la naissance du bloc DUD. Le parti de Valentin Aditi Houdé dribble la mouvance et l'opposition, nous dit le journal, qui se préoccupe par ailleurs du renchérissement des coûts des communications électroniques au Bénin. Quand l'ARCEP, dit le journal, remue profondément le couteau dans la plaie, c'est qu'il y a, très loin, un nouveau bras de fer entre les consommateurs et l'ARCEP. C'est ce qu'entrevoit déjà le nouvel observateur. Les 4 vérités, 11 décembre 1990, 11 décembre 2018, la Constitution du Bénin a 28 ans. Et puis, à la une du journal Les 4 vérités, prétendu soutien des imams de Porto Novo au président du PRD, le démenti formel des imams Djamiou de l'Ouémé. Lire donc dans les colonnes du journal le communiqué signé par les imams de la mosquée centrale de Diaguidi et de la mosquée centrale de Porto Novo, et puis supposé ralliement du maire de Ouessé au bloc progressiste de l'Intox, une manœuvre qui fait flop, écrit le journal Les 4 vérités. L'économiste, pour finir, l'économiste parle de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et classe le Bénin 4e producteur désormais de karité. Adoption du pacte de Marrakech sur la migration envers l'intégration économique des migrants. À propos de la journée de lutte contre la corruption, la jeunesse, dit le journal, est impliquée dans les actions et dans la numérisation de la finance. Zoumarou, informe le journal, est dans une équipe spéciale de l'ONU. À propos de mangroves, il y a nécessité de protéger l'écosystème, nous indique l'économiste. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure à 7 h pour la deuxième manche. On vous rappelle la question du jour relative justement à cette actualité dont nous débattons aujourd'hui. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Quels sont les comportements à adopter? Vos commentaires, ils nous intéressent. Partagez-les avec nous. Partagez vos expériences également avec nous. C'est sur Facebook, c'est sur Twitter ou si vous préférez WhatsApp, utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88 et dites-nous exactement ce que vous auriez fait ou ce que vous avez déjà fait puisque peut-être vous avez une expérience en la matière. Et nous, au forum de discussion, on en reparlera avec quelqu'un qui travaille à la Croix-Rouge, un autre qui s'investit depuis une bonne vingtaine d'années dans les sensibilisations au bon comportement à avoir dans la circulation afin d'éviter les accidents. Et puis nos collègues seront là également pour parler des accidents de la route, les premiers secours, les bons comportements et surtout ce qu'il ne faut pas faire également. Et parlant d'accidents, que nous dit-il le sage? Allons-y voir tout de suite. Ce jour à Nantes, Pierre-Jean Vaillat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci, je cite, « S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain. Des voitures de demain conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. » Tout simplement.
Ben ouais. C'est dire que tout est un peu dans une situation abracadabrantesque et donc on s'y perd véritablement. On ne sait pas trop où donner de la tête. De toutes les façons, il met en évidence plusieurs choses, hein. Il parle d'abord des voitures elles-mêmes, il parle des conducteurs et puis ensuite il évoque les routes elles-mêmes. Si les routes, elles sont bonnes, c'est qu'on peut y aller correctement. Si ceux qui doivent conduire, ils ne sont pas en état d'ébriété, qu'ils sont sains, si vous voulez, sains, S-A-I-N, hein, bien sûr, on peut être sûr de là où on va atterrir. Et si les voitures, elles sont adaptées aussi à ceux qui doivent les conduire, c'est qu'on peut arriver à bon port. Mais si ça n'est pas le cas, si les voitures sont des voitures de demain, c'est-à-dire des voitures futuristes, conduites par des hommes d'aujourd'hui qui ne savent pas encore, qui ne sont pas encore habitués à ces voitures de demain et que les routes, elles sont ce qu'elles sont dans nos différents États, il y a beaucoup trop de risques que nous courons justement lorsque nous sommes dans la circulation. Cela n'empêche, hein, il existe un code de la route, un code qui est universel, qu'il faut pouvoir respecter et puis se contrôler soi-même. Et donc, finalement, on peut bien y arriver. Allez, Pierre-Jean Vaillard, c'est à lui que nous empruntons aujourd'hui, hein, ses propos, ses paroles de sage. Et voilà. Allez, à suivre donc tout à l'heure le tout premier invité de la journée. On va parler de santé. Oui, bien sûr, c'est cela. C'était ça. On va parler de santé. On va justement installer Angela et son invité tout de suite pour nous parler des comas post-traumatiques. Comme tous les mardis par ici, nous parlons donc essentiellement santé, santé et environnement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler santé avec la belle Angela Pedia. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose de parler du coma post-traumatique avec beaucoup de démonstrations à l'appui. Vous savez, elle ne fait pas dans la dentelle. Angela Pedia, bonjour. Bonjour Ricardo. Aujourd'hui, je n'ai pas la banane. J'aurais pu commencer par un coup de gueule, mais Serge m'a vraiment cadré. Ah bon? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler quand même du Lassa également, de la fièvre Lassa. Ouais. Bref, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Angela. Un plaisir renouvelé de passer par ici chaque mardi et de nous parler de notre santé. Bienvenue à vous. Et nous allons parler, comme Ricardo et Serge l'annonçaient tout à l'heure, du coma post-traumatique. Quand j'en parle, ce n'est pas évident pour vous de comprendre, mais rassurez-vous, c'est un sujet choisi à dessein, donc pour nous rappeler les comportements à avoir devant un accidenté de la route qui perd connaissance. Et nous en parlons avec le professeur Eugène Zoumenou, anesthésiste réanimateur. Bonjour professeur. Merci de votre disponibilité et de votre fidélité. Et puis, il n'était pas en retard, hein? Il est venu avant moi. Merci. Est-ce que la précision valait la peine? Ça vaut la peine, parce qu'il y en a qui sont en retard. Ouais. Soyez le bienvenu, avec professeur. Les médecins, ce n'est pas toujours facile, vous le savez très bien. Alors, d'emblée, nous allons commencer à expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on entend par coma post-traumatique. Le groupe de mots, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Angela, merci chers amis. Lorsqu'on parle de coma post-traumatique, on pense à quelqu'un qui a eu un accident et qui a perdu connaissance. Donc c'est une perte de conscience qui est prolongée. Et quand on dit accident, ce n'est pas seulement accident de la voie publique. Il peut s'agir d'un accident domestique, d'une rixe, des agressions volontaires et même des accidents de sport. Mais on retient qu'il y a eu l'accident et la personne ne réagit plus, ne parle plus, il est inconscient. Et quand la personne est inconsciente, est-ce que ça veut dire d'emblée que
la personne ne respire plus, la personne... Parce que quand vous parlez souvent de coma, vous parlez de coma végétatif et de coma je ne sais plus quoi. Non, on va essayer de ne pas d'être simple, oui. De ne pas utiliser trop de grands mots. Quand on parle de coma, c'est l'état neurologique. Oui. À côté de cet état neurologique, donc du coma, on peut savoir est-ce que la personne respire et est-ce que le cœur bat. D'accord? Donc le coma tout seul, c'est la perte de conscience. Mais le premier réflexe à avoir quand quelqu'un ne réagit pas, c'est de voir est-ce qu'il respire. S'il ne réagit pas et qu'il ne respire pas, c'est qu'il y a un arrêt cardiaque. Il y a un arrêt cardiaque et on doit commencer à réanimer en même temps au niveau de l'arrêt cardiaque. On va voir par la suite comment faire la réanimation de cet arrêt cardiaque. D'accord. Alors on va spécialement parler des accidents de la route et je m'aimerais vous demander quelles sont les lésions en réalité qui vont expliquer ou qui vont justifier cette perte de connaissance, ce coma. La première chose à dire déjà, c'est que quand après un accident de la voie publique, vous avez quelqu'un qui est inconscient, c'est toujours un accident grave. C'est toujours un accident grave. Et on peut déjà dire que c'est un traumatisme crânien grave. C'est après une chute, c'est après un accident de la voie publique, il ne réagit pas, il est inconscient, c'est d'emblée grave. Il y a 3 grandes possibilités de lésion. La première possibilité de lésion, c'est que ça se passe au niveau de la tête. Et quand on dit la tête, il y a la boîte crânienne et il y a ce qui est dedans. Ce qui est dedans, c'est le cerveau, ses enveloppes, ses vaisseaux et le tronc cérébral. Vous savez que le cerveau, c'est plus haut, mais ça se poursuit au niveau de la nuque et du cou par le tronc cérébral. Donc, on peut avoir des lésions au niveau de cet ensemble, des lésions neurologiques. Cerveau, ses enveloppes, donc les méninges, les vaisseaux et le tronc cérébral. Mais on peut avoir également un problème respiratoire. Le cerveau n'a rien eu, mais le sujet, après cet accident, a un problème respiratoire et n'a plus suffisamment d'oxygène qui parvient au niveau du cerveau. Lorsque le cerveau manque d'oxygène, il s'endort aussi. Donc le cerveau n'était pas touché au départ, mais par manque d'oxygène, il va s'endormir. La troisième possibilité, c'est le cœur qui s'est arrêté. Il n'y a pas de problème au niveau du cerveau, il n'y a pas de problème au niveau des poumons, mais le choc a été tellement violent ou que l'individu a perdu tellement de sang que le cœur s'est arrêté. Quand le cœur s'arrête, l'oxygène n'est plus transporté. Pareil au niveau du cerveau. Le cerveau va également s'endormir et mourir petit à petit. Il a peu de temps, 5-10 minutes. Si le cerveau manque d'oxygène, il ne revient plus. Vous avez des lésions au niveau du cerveau. Qu'on fasse une fracture d'un membre du corps après un accident et perdre connaissance quand même? Non, la perte de connaissance n'est pas en rapport avec le membre. C'est pour ça que parfois, vous avez dans des accidents violents, le sujet perd connaissance, il ne se réveille pas, mais quand on regarde, on voit simplement qu'il a une fracture de la cheville. On ne se fie pas à cette fracture de la cheville. Chaque fois qu'un sujet fait un accident qui n'est pas conscient, nous on considère d'emblée que c'est un traumatisme grave. On ne se fie pas à la lésion périphérique, qui est la face visible de l'iceberg, mais le vrai problème est caché. Soit c'est au niveau de son cerveau, soit c'est au niveau de ses poumons, soit c'est au niveau du cœur. Alors, vous avez cité 3 probabilités de lésion. Quelles sont les probabilités dans ces cas-là pour que la personne accidentée s'en sorte? Il faut savoir que ce que nous craignons le plus, c'est les lésions au niveau du cerveau. Vous savez, c'est une boîte et ce qui se passe dedans, on n'a pas toujours assez. Alors, le cerveau peut gonfler. Le cerveau peut simplement gonfler. Donc, la tête va prendre du volume. La tête ne va pas prendre du volume. L'os
reste. C'est justement là le danger. Parce que le crâne ne prend pas de volume, mais ce qui est dedans prend du volume. Le cerveau va se retrouver comprimé. Chaque fois que lui prend du volume, il va se retrouver comprimé et ne fonctionnera plus correctement. On peut saigner juste sous le crâne. Donc on a saigné sous le crâne, c'est même pas dans le cerveau, c'est en dehors des enveloppes du cerveau, mais cette masse de sang, ce volume de sang va comprimer le cerveau. Et les fonctions qui se retrouvent à ce niveau du cerveau comprimé n'auront plus ces fonctions. Et plus l'hémorragie est importante, plus on aura des signes au niveau du cerveau. Donc parfois, le saignement se trouve à l'intérieur du cerveau, dans la masse du cerveau, du cerveau lui-même, qui saigne à l'intérieur. Vous avez là, on a difficilement accès à ça. Donc il y a beaucoup de lésions qui peuvent se passer au niveau du cerveau. Dans ces cas-là, comment faites-vous alors pour sortir l'individu d'affaires? Est-ce que les probabilités sont intéressantes pour que cet individu-là sorte quand on a un accident grave comme ça, avec des lésions graves au niveau du cerveau, il y a toujours des inquiétudes. Mais ici, on ne parlera pas de ce qui va se passer à l'hôpital. Et on ne parlera pas de médecine en fait non plus. Il vaut mieux qu'on parle de sauvetage que de médecine. Et les premières minutes dans la rue, il s'agira plus de sauvetage. C'est celui qui aura aidé à maintenir la victime en survie qui lui permettra d'avoir accès au secours le temps que les sapeurs-pompiers arrivent, le temps que le SAMU arrive pour le transporter à l'hôpital pour avoir des soins adéquats. Donc les premières minutes sont très importantes. Et au niveau de ces premières minutes-là, il y a un mot, le mot le plus important, c'est l'oxygène. Est-ce que l'oxygène parvient au cerveau? Pour que l'oxygène parvienne au cerveau, il faut que le cerveau lui-même fonctionne. Vous savez que c'est le cerveau qui commande la respiration. Il faut que les poumons ventilent bien. Et il faut que le cœur fonctionne bien. Ces trois éléments pour que l'oxygène aille au niveau du cerveau. Donc, quand je suis le premier témoin, mon problème, qu'est-ce que je peux faire pour que cette victime continue d'oxygéner son cerveau? D'accord. On a bien compris que les premières minutes sont très importantes. Donc, les probabilités pour que la personne s'en sorte vont dépendre en réalité de la promptitude de l'entourage, de la réaction de l'entourage. Donc, vous allez nous parler des comportements justement à avoir, des gestes qu'on pourrait avoir lorsqu'on est témoin d'un accident de la route. D'accord. Vous comprenez déjà que dans le meilleur des mondes, on aurait souhaité que dès qu'il y a un accident, que les secours organisés, compétents, arrivent le plus rapidement possible. Quand vous voyez dans des grands pays, aux États-Unis, ailleurs, en France, dès que vous avez un accident, la promptitude des sapeurs-pompiers. Et vous voyez aussi que chez nous, de plus en plus, la célérité des sapeurs-pompiers. On doit saluer ça. Mais il y a toujours un délai entre le moment où la victime tombe et au moment où les sapeurs-pompiers arrivent. J'ai deux messages à ce niveau. D'abord, si un accidenté est dans le coma, cela veut dire tout de suite, il faut considérer qu'il a une lésion de la colonne vertébrale. On a parlé du cerveau, mais il faut considérer ce qu'on craint le plus, il a une lésion de la colonne vertébrale. Donc je ne peux pas le mobiliser. Qui commence en fait à partir de la nuque. À partir de la nuque. Comme vous étiez à partir de la nuque. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous considérez que s'il est dans le coma après son accident, c'est qu'il a une lésion de la colonne vertébrale, ce qui vous oblige à le manipuler avec prudence. Sinon, vous allez aggraver les lésions de la colonne vertébrale. Et si ces lésions sont hautes, les nerfs qui l'aident à organiser son cœur et ses poumons ne fonctionneront pas, il va mourir. Vous pouvez faire des lésions graves. Donc, premier message, coma après un accident de la voie publique veut dire qu'il y a une lésion au niveau de la colonne vertébrale, notamment colonne cervicale. Il ne faut pas manipuler n'importe comment. Le deuxième message, c'est d'abord ne pas nuire. Il vaut mieux, si vous ne savez pas faire, ne rien faire que d'aggraver les lésions de quelqu'un qui est couché. Maintenant, je prends le cas où il est inconscient, mais il respire.
Il est inconscient, il respire. Il peut respirer mal. Si la respiration est trop bruyante, ça veut dire que quand il respire, en réalité, il fait des mouvements respiratoires, mais l'air ne passe pas. Il faut être toujours à plusieurs pour manipuler. Hein? Je peux... Il est couché. Dans la mesure du possible, il faut le laisser dans la position où on l'a touché. On ne va pas apprendre ici à la télévision aux gens comment on manipule. Ils ne feront pas bien. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il est inconscient, la manipulation doit être très prudente. Le mieux, s'il est sur le dos, qu'il respire très mal, il respire, mais la respiration est très bruyante, on peut très délicatement mettre sa tête légèrement en hyper-extension. Encore une fois, ne pas manipuler le cou de tous les côtés et aggraver une lésion qui existerait. Okay. Il est inconscient, mais il respire. Vous regardez, est-ce qu'il ne saigne pas quelque part où vous pourrez comprimer? Parce que s'il continue de saigner, il va aggraver. Donc ça veut dire que si jamais il était couché sur le ventre, la première des choses, c'est de dégager sa poitrine. Je ne sais pas. S'il est couché sur le ventre et qu'il est inconscient, il ne respirera pas bien. D'accord. C'est un cas, vous dites un cas qui est un des cas les plus difficiles. Il faut être à plusieurs pour le transporter, pour le retourner. Comment vous le retournez sans mobiliser le cou? Il faut plusieurs personnes qui le prennent et qui le tournent en bloc. En bloc. Pour le mettre sur le dos. Mais chaque fois en bloc. Si quelqu'un va à gauche et l'autre va à droite, vous allez aggraver les lésions au niveau de la colonne. Donc il faut comprendre que la colonne vertébrale, elle est essentielle. Essentielle, notamment la colonne cervicale, à cause de la moelle épinière. À cause de la moelle épinière. Et quand vous avez une lésion de la moelle épinière qui était déjà là, qui est peut-être stable, et vous venez manipuler, vous allez comprimer la moelle épinière. Dès que vous comprimez la moelle épinière, vous avez des paralysies. Et tant qu'on n'aura pas opéré, on ne récupérera pas de cette paralysie. Et si on nous perd tard, 6 heures, 8 heures de temps après, on ne récupérera plus. C'est pour ça que vous voyez certains qui gardent des paralysies. Donc la tête en extension, en fait, c'est pour permettre quoi? La tête en extension, c'est pour permettre de dégager les voies respiratoires. Et lui permettre de respirer. Pour lui permettre de respirer. Donc la personne, elle est inconsciente. Elle est inconsciente, mais respire. Maintenant, il y a le cas de la personne qui est inconsciente. Donc, ne réagit pas. Vous l'appelez, vous appuyez sur le front, vous appuyez sur le thorax, il ne réagit pas. Et vous regardez, vous mettez l'oreille au niveau des narines. On dit qu'il faut compter 10 à 15 secondes. Vous n'avez aucun souffle, le thorax ne bouge pas, il est en arrêt cardiaque. Lui, il n'a que 3 à 5 minutes pour que son cerveau, les neurones commencent à se dégrader, à mourir. Et vous savez que chaque fois qu'on perd du cerveau, on ne récupère pas. Et en fonction de la partie perdue, même si on le récupère après, il sera handicapé à vie. Il y a des séquelles. En ce moment-là, il est sur le dos, il est sur un sol dur, il est inconscient, il ne respire pas. Il faut faire un massage cardiaque. Il faut faire un massage cardiaque. Et c'est là où on doit apprendre à nos populations à savoir faire le massage cardiaque. Les premiers secours. Premiers secours. Tout le monde doit savoir, je dis souvent, c'est un acte civique de savoir faire un massage cardiaque. Et là, le sujet est au sol. Vous devez vous trouver à une hauteur qui vous permet de le masser. Vous voyez que ici, je ne suis pas à l'aise parce que la vitrine est trop haute. La vitrine est trop haute. Donc, vous mettez, généralement, la vitrine est au sol. Vous vous mettez à genoux et vous massez au niveau au milieu de son thorax. On ne va pas aller plus loin que ça par rapport aux positions. Soyez simplement au niveau du milieu du thorax. Et on vous demande, il y a plusieurs gestes. Vous mettez la main comme ça. Le mieux, votre main habile doit être en bas. Si donc, vous êtes droitier, vous mettez la main droite au niveau de la moitié du thorax. On vous dit, est-ce que je vais rester à gauche ou je vais rester à droite? Ça n'a pas tellement
d'importance. L'essentiel, c'est d'être à bonne hauteur. Ici, j'aurais dû monter un peu plus. et vous voyez que je dois faire en sorte que mes coudes soient bien tendus. Hein, et vous massez les coudes bien tendus. D'accord. Comme ça, bien tendu, ça ne doit jamais se plier. C'est votre dos qui baisse et qui revient. Et les coudes doivent rester, ici c'est difficile, les coudes doivent rester. Si vous faites ça, vous ne massez pas, vous pliez le coude. Donc les coudes doivent être bien tendus. Moi, j'aime pas faire ça, je préfère cette position. Une main sur l'autre, coude bien tendu. Je suis au-dessus du patient et je m'abaisse et je me relève. Et je m'abaisse et je me relève. Il faut le faire fortement ou juste un tout petit peu? Vous devez sentir que vous comprimez. Vous devez sentir que vous comprimez. C'est important le milieu. Vous n'êtes pas sur les os. Vous n'êtes pas sur les côtes. Si vous dites, le cœur est à gauche, je me mets à gauche, vous allez casser les côtes. Ici, vous êtes sur le sternum, qui est plus souple, qui ne se casse pas. Donc, vous êtes au niveau du sternum, au milieu, et vous massez au milieu. Vous massez à peu près 100 fois par minute. Vous avez dit qu'il a 3 à 5 100 fois minutes. par minute. À peu près 100 fois par minute. Vous avez dit qu'il a 3 à 5 minutes. Oui, donc il faut vite réagir. Il faut vite commencer. Dès que vous commencez la ventilation, le massage cardiaque, vous le protégez. On peut tomber de votre chaîne. Non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Mais il voilà. Donc, vous je suis ça. comme ça. D'accord. Je suis comme ça. D'accord. Ok. D'accord. 100 fois par minute. Vous voyez que je masse, je reviens. Je ne fais pas. Ah, d'accord. Non. Si vous faites ça, vous ne laissez pas le temps au cœur de se remplir de nouveau. Je pompe, je remplis. Je pompe, je remplis. Je pompe, je remplis. Je pompe, je remplis. Quand je comprime, j'envoie le sang dans la circulation. Quand je me relève, le cœur se remplit de nouveau. Il faut de nouveau du sang pour le refouler encore. Et il faut faire cela. En fait, ne cherchez même pas à compter. Si vous faites ça, sans vous arrêter, vous irez au sang. Vous irez au sang. C'est pas. Si vous faites ça, vous allez dépasser. Si vous faites ça, que vous arrêtez trop longtemps, vous n'attendiez pas l'instant. Mais si vous faites de manière régulière, vous atteindrez les sangs. Et l'un des messages, c'est que ça doit s'apprendre à l'école. Dès l'école primaire, l'école secondaire, ça doit s'apprendre. On a fait une thèse la dernière fois, on est allé dans les universités privées de formation non médicale pour voir, est-ce qu'on sait quel est le diagnostic de l'arrêt cardiaque. Je vous ai dit, respiration et coma et conscience. Je ne sais pas. On n'est pas 10% de la population à savoir. Est-ce que vous savez comment on fait le massage cardiaque? On n'est pas 10% à savoir. Donc ce n'est pas... L'autre chose qui me paraît aussi importante, c'est le bouche à bouche. Laissez le mannequin et vous allez nous aider à... Le fameux bouche à bouche, comment Pourquoi vous l'appelez fameux? À quel moment faut-il y avoir recours? Pourquoi j'appelle ça fameux? Bon... Il y a le sida, il y a le sida, il y a le sida, il y a l'hépatite. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Vous savez, quand on fait le cours à la faculté, et dès qu'on arrive, on dit la première méthode de ventilation gratuite et la plus disponible, c'est la ventilation bouche à bouche. Tout le monde, je dis, toi, tu as un copain? Elle dit oui. Il t'a déjà embrassé sur la bouche? Tu as vérifié s'il a le sida ou l'hépatite avant de le faire? Avant, oui, mais bien sûr, il faut toujours faire les tests. Hein. Pas évident. Ça n'est pas évident, c'est vrai. Et la deuxième chose, on se retient parce que ce n'est pas un parent. Exactement. Si ça m'arrive à la maison, je ne me pose pas la question de savoir s'il y a le sida ou pas. Je fais. Mais, bonne nouvelle, chez l'adulte, aujourd'hui, la priorité n'est pas à chercher à faire la ventilation. Un arrêt cardiaque, aujourd'hui, dans les recommandations chez l'adulte, c'est le massage. Si vous pouvez faire le massage correctement, vous mobilisez de petits volumes d'air, les petits réserves, les réserves d'oxygène qui étaient dans l'individu, dans les poumons, vous mobilisez ce volume et ça suffit pour oxygéner. On cherche juste à oxygéner. Donc ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Maintenant, si ça dure,
ou si vous avez un deuxième secouriste, on peut associer le massage et la ventilation. D'accord. Et la ventilation. En ce moment, c'est 30 compressions pour 2 ventilations. Vous voyez que la compression reste plus importante que la ventilation. On parle de l'adulte, on ne parle pas de l'enfant. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Donc, en ce moment, pareil, la tête en hyper-extension, mais attention, vous avez dit environnement d'accident. Tous ces gestes se font de manière très délicate lorsque c'est un accidenté de la voie publique. On a plus de mal. Si ce n'est pas un accident de la voie publique, c'est plus facile. Mais si c'est un accident de la voie publique, tous ces gestes sont faits de manière circonspecte. Si on pouvait avoir un collier cervical le plus rapidement, on met le collier avant, oui, le collier cervical, une minerve, avant de continuer les gestes. Donc, c'est ça. On bouche la narine, on ouvre la bouche, et puis on se met, on souffle. J'inspire moi-même. Et je dois voir le thorax se soulever. D'accord. Ouais. Puis si je ventile vraiment, le thorax va se soulever. Si je ne suis pas efficace, le thorax ne se soulèvera pas. Naturellement, on peut mettre une compresse, un mouchoir pour éviter. Mais je suis d'accord avec vous. On répugne à parler de ventilation, mais encore une
faut revenir. Moi, l'un de mes espoirs, c'est l'H. C'est avec l'avènement de l'H, éventuellement, qu'on pourra assurer que quand mais ça met un peu de temps. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que bon, ça... Eugène Zoumenou, j'espère que les téléspectateurs ont tiré beaucoup de ces instants d'échange. J'espère que désormais, nous n'allons plus faire des attroupements autour d'une victime. On va en reparler encore tout à l'heure avec d'autres secouristes de la Croix-Rouge que nous avons invités aussi. Et puis les autres qui s'organisent pour qu'il n'y ait pas d'accident. D'accord. Professeur, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un plaisir. D'accord. C'était très intéressant. On a pu voir les gestes, les premiers gestes. On est allé à l'école. J'avais promis la dernière fois que la prochaine fois que je venais, il fallait que je vienne avec le mannequin. Je m'en souviens très bien. De toutes les façons, on a appris. Mais vous savez que normalement, vos services doivent organiser des séances où on vient une petite matinée et vous avez les gestes de secours. N'importe qui, n'importe où. Comme dit, nul ne connaît l'heure. C'est déjà arrivé ce week-end matin. Hein? D'accord. Alors, ça, je vous avais bien sûr. Oui. Je suis d'accord avec vous, allons-y. Oui. Je sais où vous voulez en venir. Vous savez, alors de dire un mot sur la fièvre de Lassa. Mon objectif, ce n'est pas de faire le point de la situation, mais de rappeler aux personnes qui nous suivent en ce moment les quelques règles d'hygiène qu'il faut observer en ce moment pour pouvoir se protéger de la maladie. Et je le dis sous le contrôle du professeur qui est quand même là. Je crois qu'il s'agit de mieux gérer en premier lieu. C'est le lavage des mains à l'eau et au savon avant de manger et après les sels. Après, il faut bien gérer les déchets ménagers parce que c'est le rat qui va donc contaminer, c'est lui le grand réservoir du virus, donc c'est lui qui va contaminer le reste de nourriture et tout ça. Donc lorsque nous avons des restes à la maison, il faut bien les protéger, les repas de façon générale, il faut bien les protéger, donc et apprendre à mieux gérer nos déchets ménagers parce que ce sont ces déchets-là, à la recherche de ces déchets-là, que ces rats-là vont venir à la maison. Ensuite, aujourd'hui, comme il y a une épidémie qui s'est déclenchée, il faut, lorsque vous avez une fièvre trop importante, il faut aller vers les services compétents en la matière, donc aller à l'hôpital le plus proche pour qu'on puisse faire le diagnostic parce qu'il ne faut pas jouer les médecins. C'est comme tout à l'heure, on disait que si vous ne pouvez rien faire à la victime, il vaut mieux passer, tout simplement. Voilà. D'accord, c'est entendu. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié, professeur? Non, je crois qu'on a fait le tour. Pour le temps dont nous disposons, on a fait le tour de la question. D'accord, non, vous avez quelque chose? Pour Lassa? Pour Lassa, non, il faut être propre. Nos mains sont dangereuses. Oui, voilà. Il faut être propre. Oui, il faut arrêter de manger beaucoup de rats. Vous savez, il y a beaucoup de consommateurs de Kouédia. C'est bien le nom. Il faut faire très attention si on ne veut pas se contaminer et contaminer également les autres parce qu'un membre de la famille qui tombe malade, c'est toute la famille qui est en panne et puis c'est toute la communauté parce qu'il faut aller au chevet, on ne va plus au boulot, etc., etc. On a besoin de tout le monde. Merci beaucoup, Angela. On vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous savez que vous êtes un ange. Absolument. N'en déplaise à des gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, à très bientôt. Elle n'a qu'à me donner un peu ça. Allez, il va être 7 heures dans une petite poignée de secondes. On va retrouver Christelle Tongolo. C'est elle justement qui va nous présenter le bulletin de ce mardi 11 décembre 2018 qui nous rappelle 11 décembre 1990. Cela fait 28 ans, la Constitution du Bénin, une constitution qui sera encore une fois de